Le débat, la suite, toujours en compagnie d'Augustin Picandard, le gérant de DNCA Finance, gérant du fonds DNCA Évolutif. Augustin, on parlait justement des grandes zones géographiques qui ont vos faveurs, on va dire, c'est plutôt l'Europe que les États-Unis. On termine notre tour du monde par un autre grand pays qui en plus a vu sa bourse flamber au cours de la dernière année, plus 120%, c'est la Chine. La Chine flambe au niveau de la bourse, mais pas au niveau de l'économie. Non, c'est vrai, c'est sûr. Il y a une vraie vraiment décorrélation. Le marché boursier chinois est déconnecté par rapport à l'économie. On a une équipe de DNCA Finance qui était en Chine la semaine dernière. Selon eux et selon certains observateurs avisés du marché chinois, la croissance, elle n'est pas autour de 7%, mais autour de 3 ou 4%. Quand on sait que la composante industrie, qui représente 40% du PIB, n'est pas en croissance zéro cette année, on ne peut pas être à 7% de croissance. La Chine, il y a un problème qui va prendre du temps, c'est qu'il y a une transformation du modèle vers une tertiarisation de l'économie. Ça va prendre du temps et la situation nous préoccupe, mais n'est pas non plus, comme on peut l'entendre, le subprime à la Chine. Non, parce qu'il y a le gouvernement a de telles réserves et de marge de manœuvre qu'on reste prudent aussi à court terme, hein, mais c'est sûr que sur très très long terme, on est assez Et puis ils ont aussi les moyens de calmer la surchauffe. On l'a vu la semaine dernière, il y a une chute assez violente du marché chinois, plus de 6% dans la journée. La Banque centrale a décidé tout simplement de durcir un petit peu les conditions d'accès au crédit. Ils font du crédit, des opérations de marge sur marge, c'est-à-dire ils permettent aux particuliers de s'endetter pour acheter des actions. Du coup, les Chinois qui investissaient beaucoup sur l'immobilier sont maintenant sur les actions. Là aussi, est-ce qu'il n'y a pas un danger justement d'avoir une population peut-être plus fragile, moins initiée et qui pourrait subir les conséquences d'une bulle finalement? C'est sûr que ça nous rappelle les années 2000. Tous les caractéristiques sont presque les mêmes. S'il y a une bulle sur le marché action chinois, nous c'est sûr qu'on n'investit pas, on n'investit absolument pas là-bas. On a des entreprises européennes qui sont un peu exposées au marché, évidemment au marché chinois. C'est sûr qu'on ne sait pas trop comment ça va finir, mais généralement ça finit pas très très bien. Ouais, quand on commence à s'endetter pour investir sur des actions, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on recommence. En tout cas, attention. Et les Chinois feraient bien de regarder ce qui s'est passé peut-être en arrière chez nous dans les années 2000. Alors justement, les secteurs, les valeurs, vous avez dit que vous investissiez sur des valeurs exposées à l'international. On va voir justement quelles sont vos convictions, choix du gérant. On va commencer par ce que vous avez mis de côté. Donc on l'a compris, les États-Unis n'ont pas de votre faveur, la Chine non plus. Et bien que ce soit dans les top picks depuis le début de l'année, vous commencez à sous-pondérer le secteur automobile. Pourquoi? Alors on commence à vendre certaines valeurs automobiles qu'on avait, notamment Peugeot, notamment Faurecia, un petit peu de Renault. Justement, du fait de ce marché chinois, les marges sont tellement élevées qu'elles ne sont pas soutenables. Le marché doit souffler. Le marché automobile les titres automobiles ont été beaucoup tirés par la devise européenne, qui justement était beaucoup plus faible. C'est plus un choix tactique. Nous, on était très très confiants sur Peugeot. On a eu tendance à l'écréter. Voilà, cette histoire de marge, qui sont trop élevées, qui sont assez élevées et pas trop soutenables là-bas. Après, rien ne dit qu'on ne reviendra pas sur le marché, mais c'est le côté opportuniste du fonds, le côté momentum. On a tendance un petit peu à prendre nos bénéfices sur ce secteur-là. Quand on regarde justement le positionnement du portefeuille DNCA Évolutif, vous avez un biais cyclique aujourd'hui sur les cycliques européennes. Là, du coup, vous parlez de momentum. C'est le bon moment pour revenir. Vous pensez qu'on est au début d'un cycle, que ça va s'améliorer donc pour ces entreprises? Alors, ces entreprises, principalement les cycliques européennes, c'est 33% du fonds. Elles ont fait vraiment un tel effort sur leur point mort pour abaisser leur base de coûts. Si vous avez un peu les volumes qui repartent, l'économie qui repart en zone euro, vous avez un fort effet de levier. Donc nous, ce qu'on a choisi dans le fonds DNCA Évolutif, c'est on est investi à 57, mais sur des titres très cycliques, avec des bêtas forts, et c'est des convictions fortes. Alors vous voyez des titres comme Saint-Gobain, des titres comme Rexel. Ouais, on va s'arrêter un instant justement. Alors Saint-Gobain dans la tourmente, en pleine crise, gros problème d'endettement. On a même parlé de faillite. Bon, c'était il y a quelques années, 2008-2009. Voilà. 2008 là, mais vraiment, post-Lehman, tout devait évidemment être sinistré, mais c'est vrai qu'il y avait une grosse pression sur les groupes très endettés. Aujourd'hui, Saint-Gobain a fait le ménage. Et c'est une valeur donc, qui retrouve vos faveurs. Exactement. Vous avez à peu près autour de 70% de pourcentage d'exposition à l'Europe. On voit que le marché se stabilise enfin en 2015, notamment dans le résidentiel. Le commercial avait déjà reparti. Il repart même en croissance selon les chiffres de Nexity, de Kaufman. Vous avez de Kaufman World depuis quelques mois, vous avez des croissances double digit. Donc ça va être la stabilisation en 2015. Et en 2016, on pense à la vraie reprise, donc avec un effet de levier fort sur les résultats.
Peugeot Faurecia, donc ça reste dans le portefeuille, même si ça a été un peu allégé suite au très beau parcours boursier de début d'année, même depuis 2-3 ans maintenant. Alcatel-Lucent, un petit mot justement de la fusion, de ce qui se passe sur le titre, beaucoup d'agitation. Alors, beaucoup d'agitation, c'est une des fortes convictions de DNCA. C'est vrai qu'Alcatel, on a été un peu déçu par la parité, un peu par le prix. Nous, ce qu'on pense, c'est que de toute façon, Alcatel était trop petit pour être en compétition mondiale face aux Alcatel, aux Ericsson et aux Chinois. C'est vrai qu'on voit M. Combe qui est venu régulièrement nous voir. Un groupe fort qui est très très bien équilibré géographiquement et sur les produits avec Alcatel et Nokia. Ça a du sens. Un peu déçu sur la parité. Est-ce que ça va être rehaussé? On ne pense pas. Après, le marché va maintenant être divisé entre Ericsson qui veut aussi faire des acquisitions et le groupe Alcatel-Nokia. On est assez confiant, ça va être un duopole et ça, dans certaines régions même un oligopole. Donc on est assez confiant pour les marges qui repartiront sur les équipementiers. Mais c'est vrai que sur la forme de la fusion, il n'y a pas eu finalement de levée de bouclier comme d'autres pépites. Des fois, on a eu des batailles sur des groupes beaucoup plus petits, Dailymotion, des choses comme ça. Ça provoque beaucoup de remous finalement sur Alcatel-Lucent. La pilule est bien passée. On se dit que peut-être même les enchères auraient pu monter un petit peu plus, peut-être entre deux groupes. Ça s'est fait finalement très, très facilement, très simplement, un peu trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Un peu trop, ça allait dans le sens de le fameux Airbus à l'européenne, vous savez, sur les télécoms, sur le secteur télécom, ce que voulait faire un petit peu la Commission européenne. Donc ça reste en Europe. C'est vrai qu'Alcatel, ça a été très très dur ces dernières années, depuis 20 ans. Donc les centres d'excellence restent en France. Hein. Il faut le garder, il faut avoir à l'esprit. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de casse, on espère, de casse sur le plan social. Donc, le gouvernement a travaillé main dans la main avec les Finlandais et avec les Américains, parce qu'il faut savoir que le premier marché maintenant sera le marché américain. Donc c'est vrai qu'il y a une moins levée de bouclier, mais c'est un peu normal. De toute façon, on est dans une économie où on doit de temps en temps. Là, on était obligé parce que le groupe était beaucoup trop faible pour survivre à long terme. Trop faible et peut-être déjà très internationalisé, effectivement, avec une première fusion, pas forcément très réussie. Toujours très compliqué. Un groupe américain maintenant, Alcatel. Toujours très compliqué, les fusions transnationales. Ok, voilà pour les cycliques européennes, donc hier de vos faveurs. Ensuite, on a un petit mot des financières. Les financières, là aussi, on voit donc les logos BNP, Crédit Agricole et Aegon. Ces financières, pourquoi ces groupes en particulier dans le choix du gérant du portefeuille? Alors BNP et Crédit Agricole, c'est pour le... Alors il y a un double call là-dessus. Hein. Vous avez le changement de gouvernance qui va simplifier la structure de groupe et vous avez une exposition au retail français, à peu près 65% sur le retail français, qui repart. Donc certes les marges sont plus faibles, mais le volume repart et les volumes de crédit repartent, le coût du risque repart. Donc vous avez un groupe qui est vraiment bien exposé et qui est bien ancré en Europe pour la reprise des crédits, que ce soit aux particuliers ou aux entreprises. Mais des crédits qui sont plus faibles parce qu'il y a une bataille, hein, je vous le dis, on a beaucoup de gérants qui passent, donc il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Les banques, certains gérants nous disent on n'y va pas parce que on va rester dans un environnement de taux bas et donc elles n'auront plus à l'avenir, ces banques, hein, elles ont mangé un peu leur pain blanc les années passées, elles n'auront plus des résultats comme auparavant, ce sera très compliqué. Ah, c'est sûr qu'il suffit de le voir au niveau des valorisations. Les retours d'un equity seront beaucoup plus faibles. Hein, les 17-16% qu'on pouvait avoir en 2008, en 2007, c'est terminé. Autour de 12-13, voilà. Mais après, le marché l'a déjà anticipé. Les PE sont plus faibles. Vous avez des dividendes qui sont quand même plus ou moins soutenables, qui sont même soutenables. Maintenant, c'est un côté un peu value dans les banques. Mais nous, vous savez, on a un prisme plus value chez DNCA. Donc après, voilà, il faut les gérants aiment ou n'aiment pas. Mais nous, on est assez confiants, notamment grâce à leur prise du crédit. Augustin Picandard, vous avez justement écrit un papier récemment sur la révision des bénéfices en Europe. Vous pensez que ça va être en hausse en 2015 et même peut-être en 2016. Un petit mot justement, pourquoi cet optimisme? Vous pensez que vraiment les groupes se sont restructurés, qu'on va au-devant de bonnes nouvelles? Voilà, ce qu'on pense nous, c'est que toutes les bonnes nouvelles, un peu exogènes, hein, cet alignement des planètes, va se diffuser à l'économie réelle, commence à se diffuser à l'économie réelle. Pour la première fois depuis maintenant 4 ans, les BNA sont révisés à la hausse, là ce trimestre par les analystes. Bénéfices par action, tout à fait. Donc on pense qu'on est à un point d'inflexion important. Et donc justement, ça pourrait être ce qui pourrait alimenter la deuxième partie de hausse du marché. Vous voyez, pour 2015, le consensus, il est que à 3,5, mais qui est un peu impacté par tout ce qui est baril, tout ce qui est valeurs pétrolières qui sont avec des BNA de moins 40, donc forcément ça biaise un peu. Mais si on prend 2016, on est pour l'Eurostoxx, on est autour de 13%.
Pour 2017, on est autour de 10%. C'est plus ou moins atteignable. On n'est plus sur des 20% tous les ans, qui étaient forcément toujours révisés à la baisse. Là, on sent que c'est atteignable. Et quand on l'entend dans le discours des entreprises, on sent qu'il y a vraiment une inflexion dans les résultats. Les entreprises qui étaient devenues d'ailleurs très prudentes sur ces fameuses guidance, c'est-à-dire dans les réunions d'actionnaires, vous y participez bien sûr, ou vous êtes en direct avec les gérants, c'est vrai qu'ils avaient tendance peut-être à minimiser, à même certains ne donnaient plus beaucoup d'anticipation, on naviguait un petit peu à vue. Là, de nouveau, vous sentez quand vous rencontrez effectivement les patrons d'entreprise que ça va mieux, que les carnets commandes sont remplis, qu'ils ont une meilleure visibilité. Ils ont une meilleure visibilité, ils ont été tellement échaudés et ils savent que le marché ne pardonne pas de toute façon de temps en temps des guidances trop élevées, donc ils ont tendance à minimiser. On sent quand on les rencontre qu'ils en gardent un petit peu sous le pied, vous voyez, qu'ils ont un petit peu voilà, ils ont encore un peu de réserve et que justement on va passer, nous ce qu'on pense c'est qu'on va passer toute l'année à réviser à la hausse. Ça va pas être spectaculaire, mais toute l'année on va réviser à la hausse les BNA et justement c'est ce qui va soutenir et ce qui peut bien soutenir le marché. Un secteur aussi important dans le portefeuille, ce sont les télécoms, dans le secteur value européenne, 32% du portefeuille. On voit Telefonica, Telecom Italia et Orange. Là aussi, un gros match des gérants. Il y en a qui disent bah non, ça va se tasser, le secteur doit se recomposer, il est trop fragmenté. Votre vision justement sur ce secteur téléphonie? Nous on pense qu'on va avoir un grand mouvement de consolidation qui est vraiment inéluctable sur tous les marchés domestiques. On est autour de 4 opérateurs, on pourrait passer à 3 opérateurs, même en France ce matin je crois qu'il y a eu un papier de la part du CFO de Orange qui a dit que c'était inéluctable dans le temps, de passer de 4 à 3 opérateurs, c'est pareil en Italie, c'est pareil en Espagne. Ce mouvement de consolidation va enfin limiter la pression sur les prix, les marges commencent à se reconstituer, on parle même de la croissance organique pour éventuellement 2017-2018. Vous savez, le passage de la 3G à la 4G, c'est à peu près 4 euros par forfait en plus, donc vous voyez, c'est assez positif justement sur les prix. Et le passage de l'ADSL à la fibre, c'est pareil, vous avez autour de 3 ou 4 euros par foyer en plus. L'ARPU s'améliore, donc vraiment, non, nous on est confiants. Le fameux ARPU, donc revenu par utilisateur. Voilà, par utilisateur. On pense qu'on est dans un cercle vertueux maintenant, et c'est vrai que vous avez des groupes qui sont aussi restructurés, qui sont un bilan qui est moins leveragé. Je pense notamment à Orange, qui a encore un niveau de dette assez élevé. Dette nette sur EBITDA, on est autour de peut-être 2 fois, 2,1 fois, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait en 2007-2008. Et vous avez des dividendes qui ont été coupés, qui maintenant semblent soutenables et vraiment pérennes. Un mot de Vinci également qui change de dimension, moins de concessions. Enfin, ce n'est pas les mêmes concessions. Ils se dirigent maintenant vers les aéroports et également l'énergie. L'énergie, les aéroports, diversifient leur portefeuille. Vinci, c'est très simple. Si la reprise repart en Europe, notamment en France, c'est principalement beaucoup de la France et un peu d'international, le titre en profitera de cette reprise. Il y a un fort effet levier sur la reprise. Et puis, dernier segment du camembert, la croissance après raisonnable, on va peut-être le voir dans un instant, avec des valeurs, voilà, de la chimie, de la pharmacie, Bayer, Sanofi, que vous aimez bien, Babcock, que je ne connais pas. Qu'est-ce qu'ils font, Babcock? C'est un service externalisé, c'est anglais, c'est un groupe anglais, service externalisé notamment que ce soit sur les sous-marins, sur les centrales nucléaires, donc c'est l'externalisation. Et un mot justement de la pharmacie, ça reste dans votre top? Ça reste un cœur de portefeuille, la falaise brevetée étant retombée, les devises allant dans le bon sens, les marges étant élevées aux États-Unis, les portefeuilles qui se recomposent, notamment sur Bayer, le pipeline est très très ambitieux, donc de la croissance qui repart, donc on est assez confiant en fond de portefeuille sur ces 2 titres-là. Voilà, donc pour ceux qui avaient des doutes sur la croissance européenne, eh bien, Augustin Picandard, en tout cas les équipes de DNCA Finance sont confiantes. Révision hausse des bénéfices pour la zone Europe, c'est clairement la zone en tout cas qui a vos faveurs, vos choix avec eh bien, un choix ce matin assez exhaustif de valeurs. Bien sûr, pour en savoir plus, rendez-vous sur DNCA pour voir la composition du fonds DNCA évolutif. Le débat Direct Gestion, c'est terminé. Merci à Augustin Picandard qui nous a accompagnés durant cette demi-heure. On se retrouve bien évidemment demain à 9h20 pour un nouveau numéro. Tout de suite, Lucie Morle revient pour Direct Investisseur. Bonne journée, à demain.